Qu'est-ce que l'histoire littéraire? Dès les années 60, l'approche des œuvres littéraires a été dominée par le structuralisme. On concevait le texte comme un système de relations clos sur lui-même. On redécouvre aujourd'hui la nécessité d'aborder la littérature dans une vue perspective, jalonnée de repères historiques utiles non seulement pour comprendre le passé, mais également le présent. La lecture rapprochée d'un texte ou analyse du texte, héritière du principe structural de clôture des textes, fait apparaître la nature singulière d'une œuvre, mais par là même, elle rend plus difficile le dialogue entre les œuvres. Ce dialogue qui permet de les comparer entre elles. Elle engendre aussi le risque d'un manque de lecture et d'un manque de repères historiques. À cet égard, l'enseignement d'histoire littéraire se soucie de compléter l'analyse de texte en rétablissant les contextes au sein desquels une œuvre se définit et se singularise. L'objectif est double. Premièrement, il s'agit d'inciter les étudiants à lire beaucoup et rapidement, afin de découvrir dans les textes le retour de motifs thématiques ou de soucis formels identiques. Ce rapprochement des œuvres et des écrivains permettra aussi d'interroger leurs différences. Deuxièmement, il s'agit de s'assurer que la répétition constatée dans les textes fait sens, ainsi des ouvertures vers les réalités politiques et sociales, mais aussi vers la science et la philosophie, ou encore vers l'imaginaire social, contribueront à établir dans quelle mesure les œuvres participent à l'idéologie de leur époque ou de leur nation. Car l'œuvre littéraire n'est pas complètement déterminée par ce qui l'entoure, n'est pas simplement un effet de contexte où elle se produit. Partiellement, elle choisit. Elle ne se confond pas avec les réalités et les discours dont elle se sert, mais propose bien plutôt des représentations symboliques, des déterminations sociologiques, économiques, culturelles, religieuses. Les écrivains transforment les réalités et les discours, les transfigurent dans un genre et une langue qu'ils ne sont appropriés. Ainsi, l'histoire littéraire ne se contente pas d'établir les connexions qui installent les œuvres dans leur temps. Elle met en lumière la manière dont la littérature prend ses libertés avec le motif idéologique qui la mobilise. Voici quelques importantes dates de l'histoire politique de la France. Le Consultat et l'Empire. De 1800 à 1815, Napoléon Bonaparte arrête la révolution à l'intérieur, mais poursuit la guerre à l'extérieur, ce qui lui permet de conquérir toute l'Europe occidentale et de mettre en place un régime administratif très centralisé qui dure jusqu'à nos jours les préfets. De 1830 à 1848, la monarchie de Juillet. Elle remplace la dynastie des Bourbons par celle des Orléans. Louis-Philippe se montre libéral, mais en effet, la grande bourgeoisie triomphe et refuse toute réforme politique et sociale en faveur du peuple. Les abus amenés par la révolution industrielle et la propagation d'idées humanitaires de penseurs. De 1848 à 1852, la Deuxième République. Le peuple se révolte et crée de nouveau la République en essayant d'éviter les excès de la première. Mais la bourgeoisie rétablit l'ordre et instaure une République modérée mais faible. En 1852, le Second Empire. En 1852, le neveu de Napoléon, l'air devenait président de la République par un coup d'État, instaure le Second Empire. Son gouvernement est actif, belliqueux, mais aussi très moderne et ouvert sur l'économie. Grisé par ses succès, Napoléon III, dont l'épouse s'appelle l'impératrice Eugénie, et déclare la guerre à la Prusse, battue et les renversée en 1870. Paris se révolte et pendant 3 mois est tenu par un gouvernement communiste, la Commune de Paris. De 1870 à 1940, la Troisième République. La République est de nouveau instaurée en dépit des royalistes qui ne réussissent pas à ramener le roi. On criait en République modérée qui va durer jusqu'en 1940. Les républicains,
savent concilier les réformes. Cependant, elle attaque l'Église catholique. L'impossible république. Le régime mis en place en 1830 avait permis, en dépit de ses multiples tentatives de restriction des libertés, la progression des idées républicaines grâce notamment à la réduction du sens électoral. L'augmentation du nombre des électeurs avait ainsi modifié les équilibres anciens. Et autres, le droit d'élire des conseils municipaux en province favorisa le développement des pratiques démocratiques. La monarchie de Juillet raviva également la mémoire de 1789 en érigeant place de la Bastille une colonne commémorative pour célébrer les journées du juillet 1830. La monarchie de Juillet correspond également à une période de grande effervescence intellectuelle. La question politique continue de préoccuper fortement écrivains et philosophes. Elle élabore des systèmes et des théories qui interrogent les notions de révolution, de démocratie, de république, de liberté et d'égalité, mais aussi de propriété et de production dans la perspective d'une profonde transformation de la société et d'une amélioration des conditions de vie de tous. Le peuple devient également une idée centrale, peuple à éduquer, à libérer de ses servitudes, à transformer des citoyens ou à fédérer en associations de prolétaires. De nombreux textes importants ponctuent cette période et attestent de ce renouvellement de la pensée historique et de la philosophie politique. Pour ces penseurs libéraux, républicains, socialistes et communistes, la question politique devient plus que jamais indissociable des questions sociales et économiques. Cette richesse de la réflexion politique permet la progression des idées réformistes et républicaines dans l'opinion. Elle joue un rôle important dans l'avènement de la Deuxième République. Les figures de la République. La monarchie renversée, la République doit construire les nouveaux symboles de l'État. En 1848 sont donc organisés par le gouvernement des concours officiels de peinture et de sculpture. Les artistes devant présenter des figures symboliques de la République française. Cette mise en place d'une iconographie républicaine officielle pose l'épineuse question des attributs et des significations que le nouveau pouvoir veut rattacher à la représentation de l'État français. L'histoire politique des signes donne ici un contrepoint éclairant à l'histoire des choix idéologiques. Maurice Aguilon, dans Marianne au combat, montre que cette production des allégories de la République traduit la division croissante entre deux courants républicains, l'un plus bourgeois, l'autre populaire. L'un qui veut stabiliser au plus tôt une république de démocratie libérale, égalitaire, éducatrice, l'autre qui met l'accent sur la république de mouvement populaire, dynamique et combatif. Gustave Flaubert, dans ce roman L'éducation sentimentale, dit que par l'effet de porte, on apercevait dans l'enfilade des appartements que la sombre masse du peuple entre les dorures. Sous un nuage de poussière, toutes les poitrines haletaient, la chaleur de plus en plus devenue suffocante. Les deux amis, craignant d'être effrayés, sortirent. Dans l'antichambre, déboursé un tas de vêtements, se tenait une fille publique, en statue de la liberté, immobile, les yeux gros ouverts, effrayants.